December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set... Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, première fois en duo avec Camille. Hello. Comment tu vas, Camille? Ça va, toi? Ça va bien, je reviens 2 secondes. OK. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, ça fait une différence quand même. Alright, yes. Super content de faire ça avec toi. Moi aussi. Camille, on dirait qu'il me demande de quoi, là. C'est toi qui fais. C'est moi qui contrôle l'image. C'est toi qui fais caméra 1, caméra 2, caméra 1. Yes, du crime à mes oreilles. Première fois, les deux. Fait que super excité de te présenter mon cas. Moi aussi. Je suis très curieuse de savoir de quoi on parle aujourd'hui. Oui. On parle de... Je sais pas si ça te dit quelque chose. Henry Rollins? Oui. Oui. Ça me dit quelque chose. Quoi? Je suis pas certaine. Mais j'ai hâte de le savoir. Je pense que ça va me revenir au fur et à mesure. Mais j'espère. On va s'installer pour ça. Ça sera pas long. Faut que je m'assieds comme faut. All right. On part? On part. Go. On part. Washington, D.C. Fin des années 60. Quand on pense à la capitale, on voit la Maison-Blanche, les monuments en marbre, le pouvoir. Mais derrière les colonnes de pierre, la ville est une poudrière. C'est la Chocolate City, un endroit où les tensions raciales sont à vif, où les émeutes de 1968 ont laissé des quartiers entiers ensemble. C'est dans ce décor de guerre civile, larvé, que grandit un gamin nommé Henry Garfield. Henry Garfield. Ouais, ça c'est avant le changement de nom. Ouais. Ça avait de la gueule quand même. Henry Garfield? Ouais. Tu vas peut-être comprendre pourquoi il change de nom. Ouais, j'ai hâte. Continue. On ne l'appelle pas encore Rollins. Pour l'instant, c'est juste un enfant anxieux, maigre, diagnostiqué hyperactif à une époque où la solution miracle tient dans une petite pilule, la Ritaline. Henry grandit dans un flou chimique, déconnecté, avec le sentiment constant d'être une anomalie. Fait que ça part bien. Ouais. Ça commence bien une vie. Ouais, c'est ça. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 3 ans. Il se retrouve tiraillé entre 2 mondes qui ne se parlent plus. Sa mère, Iris, est une femme de culture, une fonctionnaire fédérale qui lui transmet le goût des livres, mais qui l'élève dans une instabilité émotionnelle constante. Et puis, il y a les week-ends chez le père, Paul Garfield. Un homme brillant, un économiste respecté, mais derrière les diplômes se cache un personnage sombre, raciste et misogyne. Pour le petit Henry, les visites chez son père ne sont pas des moments de famille. Ce sont des exercices de survie. Il apprend à se taire, à se faire petit, à disparaître dans le décor pour éviter les foudres d'un homme qui finira par rayer de sa vie dès sa majorité. Fait que c'est le party chez papa. Oui, je vois ça. Je suis vraiment curieuse de savoir de quoi il en retourne. Je suis pressée. J'ai hâte d'entendre la suite. Faut pas que tu oublies de changer caméra. Non, j'oublie pas. Son monde est celui de contrastes violents. À la maison, c'est le silence pesant d'un divorce précoce et l'ombre d'un père qu'il décrit comme colérique, raciste, imprévisible. Pour le redresser, on l'envoie à la Bully Schools, une académie militaire privée. Imaginez le tableau. Un jeune hyperactif, bourré de médicaments, coincé dans un uniforme, soumis à une discipline de fer. Clairement pas la meilleure solution pour lui, ça c'est sûr.
Puis on n'arrête pas de répéter que son père est raciste, mais j'ai hâte de voir. J'imagine que ça va tourner autour de ça un peu. Ben, ça l'a teinté, mettons, sa vie dans ses textes, puis ses combats, puis tout ça. C'est un gars... Henry Rollins, c'est le chanteur de Black Flag dans le temps. OK. Qui est un groupe très de gauche, très engagé, mettons. Là. Fait que ça reflète beaucoup son côté, tu sais, le début de la scène straight edge. OK. Tout ce mouvement-là. Là. Fait que c'est là-dedans qu'il a évolué, mettons, dans la scène punk. OK. Bon. C'est là, entre deux punitions et les cris des instructeurs, qu'il va trouver sa première arme de défense, la fonte. Un prof lui dit de commencer à soulever des poids. Henry ne se contente pas de s'entraîner. Il se forge une armure. Chaque répétition est une couche de protection qu'il ajoute entre lui et un monde qui veut le briser. Transforme son impuissance en muscle, sa peur en discipline. Mais cette armure de muscles ne suffit pas à combler le vide. Il lui manque une étincelle. Elle va venir d'un gamin de son quartier, son seul vrai frère d'armes, Ian McKay. Ian, c'est le fils d'un journaliste. Un esprit brillant et intègre qui refuse de suivre le troupeau et qui deviendra plus tard le parrain du hardcore avec Minor Threat. Ian est le chanteur de Minor Threat. Est-ce que tu connais Minor Threat un peu? Non, je Non? connais pas ça. Ça sera à découvrir. Ça sera à découvrir. Autant Black Flag aussi, si tu connais pas tant Pas vraiment. ça, non. c'est des bons bands à découvrir. Tu me mettras ça dans les découvertes alors. Ah, c'est parfait. Entre eux, c'est une amitié de sang. Ils ne traînent pas pour se défoncer, ils traînent pour chercher une vérité. Un après-midi, Gann débarque avec un disque sous le bras. La pochette est jaune fluo et rose criarde. C'est Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. Il s'enferme, pose l'aiguille sur le sillon et le premier accord de guitare déchire l'air de la chambre. C'est le choc électrique. Il ne voit pas des rockstars. Il voit une issue de secours. Ils se regardent et comprennent. Si ces gars-là peuvent hurler leur rage, nous aussi, on peut le faire. Pendant ce temps, dehors, le rêve hippie est en train de crever. La guerre du Vietnam s'éternise, Nixon s'enfonce dans le scandale, et pour la jeunesse de DC, le discours sur la paix et l'amour, c'est de la foutaise. Ils veulent quelque chose qui ressemble à leur réalité. Quelque chose de moche, de rapide, puis de vrai. Henry et Ian traînent dans les magasins de disques. Un jour, ils tombent sur un truc qui va tout changer. C'est pas juste de la musique, c'est une explosion. C'est le punk, mais pas le punk glamour de Londres, ou celui arty de New York. À Washington, ça devient le hardcore. C'est physique, c'est droit au but, c'est sans drogue et sans compromis. Fait que c'est un peu là que la scène straight edge A commencé. naît. Ouais. OK. Mais la révolution ne paie pas encore les factures. Pour survivre, Henry se trouve une job chez Häagen-Dazs. La crème glacée, c'est La drôle. crème glacée. Très punk. Dans le quartier huppé de Georgetown, imaginez le décalage. D'un côté, une marque qui s'invente un nom européen pour vendre du luxe sucré à la bourgeoisie de Washington. De l'autre, Henry, les cheveux courts, le regard noir, qui serre des cônes avec une précision chirurgicale. Il ne fait pas les choses à moitié. Fidèle à son éducation militaire, il devient gérant de la boutique. Il est discipliné, presque flippant pour ses employés. Le jour, il gère des stocks de crème glacée et porte son uniforme impeccable, mais dès qu'il ferme la boutique, il court rejoindre ses chums dans des sous-sols miteux. Octobre 1980. On saute dans le temps un petit peu. Ouais. Washington, D.C. encore, ne sait pas encore ce qui l'attend. Henry Garfield a 19 ans. Le jour, il compte des caisses de monnaie et nettoie des machines de les frapper, mais dans sa tête, le vacarme est devenu insupportable. Il faut que ça sorte.
Il rejoint 3 de ses amis pour former SOA, State of Alert. Le nom dit tout. C'est un état d'urgence permanent. Dans SOA, on ne fait pas des solos de guitare, on cherche pas à plaire, on fonce. Les chansons sont des sprints de 60 secondes qui vous rentrent dedans comme un train de marchandises. 60, c'est un drôle de format, hein, quand Des même. petites tounes. Ouais. C'est ça que Puis j'aime, moi. Des petites tounes rapides. C'est vrai? ouais. Ça va droit au but. Puis est-ce que ça a été populaire ou... Ben, ça a eu comme un certain succès local puis tout ça. Ça l'a sorti un peu aussi, je pense. Là. Moi, c'est pas un groupe que je connaissais beaucoup. Mettons. Je pense que Henry a surtout été connu pour Black Flag là, dans ces années-là, dans le fond. Okay. Qui va venir bientôt. Qui s'en vient, oui, éventuellement. On va en parler. Henry n'est plus le gamin anxieux sous Ritaline. Micro en main, il devient un prédateur. Il monte sur scène dans des sous-sols miteux, devant une poignée de kids enragés. Et il hurle. Il hurle contre son père, contre l'école militaire, contre la société qui veut le formater. Il découvre que sa voix est une arme et que son corps, ce corps qui a sculpté dans la souffrance, est son meilleur outil de travail. Un concert de SOA, ce n'est pas un spectacle, c'est une collision. Oubliez les jeux de lumière et les paillettes. L'ambiance est électrique, chargée d'une odeur de sueur puis de cuir. La salle est souvent un sous-sol d'église, un club miteux, où le plafond est si bas qu'on peut le toucher. Au milieu de ce chaos, Henry est une anomalie. Il boit pas, il fume pas, il sourit presque jamais. Il se tient là, en short de gym, le regard fixe, comme un boxeur avant un combat de championnat. Quand la batterie démarre, c'est l'explosion. Les corps volent, le public s'écrase contre la scène et Henry plonge en mêlée. Et s'il voit un spectateur chercher à marde, il l'empoigne. Il chante littéralement au visage des gens, à quelques centimètres de leur nez, leur crachant sa vérité avec une intensité qui frise l'agression. Ce n'est pas du divertissement, c'est un catharsis collectif. Pour ces kids de DC, c'est le seul endroit sur Terre où leur rage est légitime. Et ça a l'air assez violent quand même. Ça brasse. Ouais. Tu vas voir que on parle quand même de Black Flag quand même beaucoup là, dans l'épisode. Là. C'est une grosse étape quand même. Puis tu vas voir que ça brasse aussi pas mal dans ces années-là. Mais Henry reste Henry. La discipline militaire ne l'a jamais quitté. Pendant que les autres punks dépensent leur fric en bière ou en drogue, lui, il économise chaque centime de ses payes chez Häagen-Dazs. C'est avec cet argent-là, l'argent de la classe moyenne qu'il sert tous les jours, qui finance le premier disque du groupe, le EP No Policy. 10 chansons, 10 minutes de chaos pur. C'est lui. J'étais allée... T'es allé j'étais mettre allée un voir. visage? Ouais, c'est ça me fatiguait depuis tantôt parce que là, on parle qu'il est en forme, puis là, tu fais des descriptions, puis... Mais là, c'est ça, là, je la connais, cette face-là. Pourquoi on... Pas juste pour ça, là, mais je l'ai vu dans quelque chose, c'est ça. Dans des films, puis... ça, c'est juste que je savais pas que c'était lui. OK, je m'excuse, continue, là, ça me fatiguait trop. Il y a pas de trouble. 10 chansons, 10 minutes de chaos pur. Ça sort ça sort sur Discord Records, le label que son ami Yann vient de créer. C'est du do-it-yourself total. Pas de distributeur, pas de marketing, juste de la rage pressée sur du vinyle noir. SOA devient rapidement l'un des groupes les plus respectés de la scène, de DC Hardcore. Henry commence à se faire un nom. On parle de ce chanteur musclé qui semble prêt à se battre avec tout le public. Puis un soir de décembre 1980, le destin frappe à la porte sous la forme d'un concert à New York. Henry va voir un groupe californien qui l'admire par-dessus tout. Un groupe qui s'appelle Black Flag. Il ne le sait pas encore, mais ils viennent de donner ses derniers coups de balai chez Häagen-Dazs. Le gérant de Georgetown est sur le point de disparaître pour laisser place à une légende.
Été 1981. Henry n'est pas seul dans son obsession. Il grimpe dans une voiture avec son frère d'armes Ian et une poignée de kids de DC. Il bouffe l'asphalte pendant 4 heures, direction New York. Destination, le Pepperman Lounge. Pour eux, c'est pas un simple voyage, c'est un pèlerinage. Ils s'en vont voir Black Flag. Le groupe qui définit leur existence. Arrivé au club, l'ambiance est lourde. Black Flag est en pleine mutation. Des Cadena, leur chanteur, veut lâcher le micro pour la guitare. Le groupe cherche une issue. Un nouveau souffle. Henry, lui, traîne près de la scène pendant la balance de son. À l'époque, il n'y a pas de barrière de sécurité. Le groupe est là, à portée de main, transpirant déjà sous les projecteurs éteints. Henry s'approche, il ne tremble pas. Avec l'aplomb qui lui a donné l'école militaire, et 6 mois passés à gérer une boutique, il s'adresse à Gren et à Dez. Il ne demande pas un autographe, il leur propose un marché. Laissez-moi chanter pendant le soundcheck pour que vous puissiez entendre le son du groupe de l'extérieur. Le groupe accepte, probablement par curiosité. Henry empoigne le micro, puis il choisit Clockin'. I'm clocking, I'm working. Les premières notes de basse résonnent et Henry explose. Il ne chante pas pour le club vide. Il chante pour sa survie. Il déverse toute la frustration de ses journées à Georgetown, toute la rage accumulée dans les rues de DC. Dez s'arrête scotché. Gren lève les yeux de sa guitare et il ne voit pas un fan. Il voit Shannon marquant. Il voit l'homme qui va porter leur message à travers le monde. Il était dû pour que ça se passe de même. Hein? C'est quand même spécial. Là. Il va voir le show, il cherche un chanteur, il y va. Il entend parler de la rumeur. Ouais. Quand même cool. Love tombe sur le champ. Tu veux être notre nouveau chanteur? Henry n'hésite pas une seconde. Il rentre à Washington, mais il n'est déjà plus là. Il entre chez Häagen-Dazs, rend ses clés, enlève son uniforme de gérant pour la toute dernière fois. Il vend ses meubles, sa voiture, tout ce qu'il raccroche à sa vie confortable à DC. Il garde que ses sacs de sport et ses disques. Mais il y a une dernière chose dont il doit se débarrasser. Quelque chose de plus lourd que ses meubles. Son nom. Henry s'appelle toujours Garfield. Le nom de ce père froid, de cet économiste rigide qu'il a appris à fuir, porter ce nom, ça reste le fils de quelqu'un. Et Henry ne veut plus être le fils de personne. Il décide de s'appeler Rollins. Ce n'est pas un pseudonyme de rockstar pour faire joli. C'est une déclaration d'indépendance. Rollins, c'est le nom qu'il utilisait dans l'ombre à DC. Un homme qui claque comme un ordre, qui évoque le mouvement, le rouleau compresseur, qui ne regarde jamais en arrière. En changeant de nom, il commet un parasite symbolique. Il efface le sang de Paul Garfield de ses veines pour le remplacer par l'angle de ses futurs tatouages. À partir de cet instant, Henry Garfield est mort dans cette boutique de Georgetown. L'homme qui sort de là, c'est Rollin. Une page blanche, musclée, prête à être écrite par la douleur et la route. Il monte dans le van, direction la Californie. Le gamin de DC vient de s'engager dans l'armée la plus dangereuse du rock'n'roll et la guerre ne fait que commencer. Très cool. Ok, ça part. Black Flag. Mais c'était déjà populaire avant. Là, c'était déjà, ça roulait déjà. Dans cette scène-là, ouais. Ça roulait déjà. C'est les débuts de la scène hardcore. Là. Fait que, populaire est un grand mot. Là. Ouais. Pour ce milieu-là. Le band commençait à décoller, puis tout ça. Quand Henry débarque en Californie en 1981, il rejoint pas un groupe de musique. Il rejoint une cellule terroriste culturelle. Black Flag n'est pas là pour passer à la radio. Ils sont là pour détruire le confort de l'Amérique réganienne. De Reagan.
Quand Harry Rowland débarque en... je recommençais, là. Mais pour faire la guerre, il faut un quartier général. Ce QG, c'est un bureau sans fenêtre à Rodendo Beach, où Rowland dort sur une planche de bois, entouré de dossiers et de câbles. Pas de douche, pas de vie privée, juste l'entraînement sous la direction de Greg. Mon Dieu. Le groupe pratique jusqu'à 10 ou 12 heures par jour. C'est une discipline monocale. Une éthique de travail qui frise la psychose. On ne joue pas les morceaux, on les mutile jusqu'à temps qu'ils soient parfaits. Mais la violence n'est pas toujours une émeute. Parfois, c'est un siège silencieux. Dans les bureaux des SCT Records, Rowland vit comme un rat traqué. La police est garée en face 24 heures sur 24. Ils s'attendent. J'ai l'impression d'avoir sauté un bout. Hein? Ouais. Non, ok. Non, c'est bon. Non, ouais. La police est là parce que c'est Ça des brasse groupes Black qui Flag. brassent. Ouais, c'est bon. Henry raconte dans ses journaux qu'il ne peut même pas sortir se tâcher un café sans sentir le souffle de la loi dans son cou. Les flics l'appellent le Blue Devil. Il l'interpelle, le plaque contre les murs de briques, l'insulte, fouille ses poches pour rien. C'est une guerre d'usure psychologique. Ils veulent le voir craquer. Ils veulent qu'il lève la main pour avoir une excuse de l'abattre ou de l'enfermer. Henry apprend à ravaler sa haine, à transformer cette humiliation quotidienne en une discipline de fer. Chaque fois qu'un flic le pousse, Henry devient un peu plus froid, un peu plus dur. Son corps n'est plus seulement musclé, il devient une forteresse. Mais la véritable horreur, elle se passe sur la route avec Black Flag. Et Black Flag est le groupe le plus détesté d'Amérique. Partout où la vanne s'arrête, la police attend. On est au Base Hall à Los Angeles. C'est l'un des premiers concerts d'Henry avec le groupe. La salle est pleine à craquer. L'air est irrespirable. Rowland est en train d'exorciser ses démons quand soudain le réel fracasse la porte. Le LAPD n'est pas venu pour faire une arrestation calme. Ils sont venus pour nettoyer. Dans le fond, ils étaient détestés parce que c'était des groupes qui... Ah, mais ça virait tout le temps chaos. Là. C'est ça OK. Les événements, les spectacles, ouais, ça, c'était tout le temps... C'était tout le temps du chaos. Là. Fait qu'ils étaient toujours watchés. Ils n'étaient pas les bienvenus. Là. Ouais. Imaginez des centaines d'officiers en tenue d'assaut qui forment une phalange romaine. Ils demandent pas aux gens de sortir. Ils chargent. Les bruits des matraques sur les crânes des kids résonnent plus fort que la batterie. Rowland regarde du haut de la scène. Il voit des adolescents de 15 ans se faire piétiner, le visage en sang sur le trottoir. C'est là qu'il comprend. Aux yeux de la loi, il n'est plus un citoyen, il est une cible. Black Flag est banni de sa propre ville. Désormais, ils n'ont plus de maison, ils n'ont que la route. À partir de ce moment-là, Black Flag a été banni d'aller. Il n'avait plus le droit de faire de show, puis tout ça. À cette époque, le public punk est devenu une masse informe de violence gratuite. Henry, sur scène, devient le paratonnerre de cette haine. On lui crache dessus, des litres de salive chaque soir. On lui lance des canettes, des cendriers, des morceaux de verre. Il termine chaque spectacle couvert de fluides humains qui ne sont pas les siens. Mais Rowland... Oh, oui. Ouais, mais c'est juste... Je me demande, là, ils sont persécutés parce que ça brasse d'un show, puis en plus, le monde qui vont au show... Mais il y a tellement de rage, il y a tellement OK, de... c'est juste... Ça déborde, genre, Ouais. c'est pas nécessairement dirigé à lui. Ils sont pas Mais en en même- l'aiment, là, s'ils vont voir le show. Oui, mais en même temps, tu sais, il y a comme un aura aussi de... Il va De colère. Ouais, de colère, puis de... Fait que je pense que ça se reflète dans tout, là. Deux minutes, là, je suis rendu où? Ouais. Mais Rowland ne recule jamais. Il a été forgé, comme je vous le disais, à l'école militaire juste pour ça. S'il voit un point se lever,
il rend le coup. S'il voit un spectateur s'en prendre plus faible que lui, il saute dans la foule et devient le marteau. Les rapports de police de l'époque sont formels. Les concerts de Black Flag font des émeutes qui attendent. Les concerts de Black Flag sont des émeutes qui attendent de se produire. Rowland chante avec des côtes fêlées, des coupures ouvertes, le corps bleu de Marc. Il transforme la douleur en une forme d'art total. Et puis, il y a l'image qui restera gravée à jamais. On est au Peppermint Lounge. Un spectateur au premier rang est là pour une seule chose: détruire Henry. Il tire sur son micro, il lui crache au visage, il essaie de le faire tomber de la scène. Rowland encaisse encore et encore, mais il y a une limite que même l'école militaire n'a pas pu effacer. En plein milieu d'une chanson, le barrage cède. Rowland empoigne le gars par le col, l'attire sur scène et lui assène une série de coups d'une violence inouïe. Ce n'est plus un chanteur, c'est un homme qui se bat pour son espace vital. La sécurité intervient, les flics balancent des gaz lacrymogènes et la salle devient une chambre à gaz. On voit Rowland sortir de là, les yeux brûlants, le visage tuméfié, mais il ne baisse pas la tête. C'est l'essence même de Rowland. À cette époque, une victime qui refuse son sort, un homme qui répond à la brutalité du monde par une brutalité encore plus pure. Pourquoi un tel acharnement? Parce que Black Flag est profondément politique, mais pas de la manière dont on l'entend d'habitude. Il ne chante pas pour un parti. Il chante contre l'aliénation. Il prône l'autonomie totale, le refus de la drogue et de l'alcool, une méfiance absolue envers l'autorité. Ils sont les architectes du mouvement straight edge sans même le vouloir. Le disque fort Damage devient le manifeste d'une génération brisée. Mais à l'intérieur du van, c'est la paranoïa. Ils sont fauchés, ils vivent de nourriture pour chiens ou de restes trouvés dans les bennes derrière les supermarchés. C'est hardcore. Hey, c'est punk en crise, manger de la bouffe de chien. Wesh. Fait que là, ils sont populaires, mais ils sont pauvres. Là. On est rendu à peu près en quelle année, mettons? Je sais pas si... là, je pourrais pas te dire exactement. Là. Fin 80 ou 90. Ouais, bon, c'est dans ces eaux-là. I guess. Damage, c'est 81. Ah, bon. Ça, cet album-là, tu sais. Fait que, ben là, les événements exacts. Après coup, quand tu chantes ça. Ouais. Ils vivent de nourriture pour chiens ou de restes trouvés dans les bennes derrière les supermarchés. Henry écrit dans ses journaux intimes ce qui deviendra plus tard le livre Get It the Van et ses mots suintent la solitude. Il est entouré de gens, il hurle devant des milliers de fans, mais il n'a jamais été aussi seul. C'est dans cet isolement total qui accouche de leur chef-d'œuvre Damage. Un disque. Non, c'est ça. Voilà, ça répond. Un disque qui a failli ne jamais voir le jour. On ne peut pas parler de Rowland sans parler de Damage. C'est le disque qui a mis le feu aux poudres. Quand l'album sort en 1981, c'est un séisme. Les grandes corporations de l'industrie musicale sont terrifiées. Le patron de MCA Records regarde le groupe et dit « C'est antiparental, je touche pas à ça ». Il pensait les faire taire, et il a juste créé une légende. Black Flag répond en collant une étiquette de censure sur leur propre pochette, transformant une insulte en trophée de guerre. Mais ce qui rend ce disque immortel, c'est la performance d'Henry. Pour la première fois, le punk sort de la politique de rue pour entrer dans la psychiatrie. Dans des chansons comme Depression ou Damage One, Rowland ne chante pas, il vomit son angoisse. Il parle de pression qui monte de l'envie de tout casser, de l'aliénation de vivre dans une chambre sans fenêtre,
Avec des titres comme Rise Above, il offre une hymne à tous ceux qui n'ont plus rien, mais qui refusent de se coucher. La pochette du disque montre Rollins frappant dans un miroir de son poing nu, le visage déformé par l'effort. C'est l'image parfaite de l'album. Henry ne s'attaque pas seulement au monde, il s'attaque à lui-même. C'est du punk nihiliste, certes, mais d'une honnêteté si brutale qu'elle en devient sacrée. C'est ce qu'il jouait tantôt avant que le live commence. OK. C'est ça que j'avais mis pour les gens qui attendaient sur le Twitch. Ah, d'accord. C'est l'album où Henry cesse d'être le nouveau chanteur pour devenir le visage d'une jeunesse qui se sent brisée. Littéralement, damage. C'est un manuel de survie pour les parias. Si vous écoutez bien le son de la guitare, c'est le bruit d'une société qui craque de partout. Et au milieu du vacarme, la voix de Rollins est la seule chose qui semble encore réelle. Le gérant de chez Häagen-Dazs est loin. Très loin. Henry Rollins est devenu le visage cicatrisé d'une Amérique qui ne veut pas voir ses propres démons. Et alors que la tournée de 1986 tire à sa fin, le groupe est à bout de souffle, vidé de son sang et de son énergie, mais Rollins, lui, est debout, toujours, parce que pour lui, la douleur n'est pas un obstacle. C'est la preuve qu'il est encore en vie. 1986, Black Flag n'est plus. Le groupe est implosé sous le poids de ses propres intensités, laissant Henry seul dans les décombres. Mais Rollins ne sait pas s'arrêter. Il a passé 5 ans à se faire frapper, cracher dessus, à être traqué par la police. Il est devenu une machine de guerre sans mission. Il se lance alors dans une carrière solo et monte le Rollin Bands. Il commence ses spectacles de spoken word. Il parle, il raconte, il devient le conteur de l'underground. Mais le destin, lui, n'en a pas fini avec la violence. Et cette fois, ce ne sera pas une émeute de concert ou une matraque de flics. Cette fois, ce sera un crime pur, gratuit et dévastateur. Pour comprendre la suite, il faut parler d'un homme. Joe Cole. Joe, c'est bien plus qu'un ami. C'est le frère de sang qu'Henry s'est choisi sur la route. Ils se sont rencontrés dans le chaos des tournées de Black Flag, où Joe travaillait comme roadie. Dans ce van qui puait la sueur et la défaite, ils ont forgé un lien indestructible. Mettons que ce genre de tournée-là, quand tu trouves quelqu'un à te raccrocher, là. Ben, je sais pas, le genre de tournée que tu dors dans des pièces, pas de fenêtre. Non, ça, c'est chez eux. Dans une vanne qui pue à manger de la bouffe à chien, genre. Ah. Ouais. Joe était le seul capable de percer l'armure de Rollins. Là où le monde voyait un monstre de muscles en colère, Joe voyait l'humain. Ils partageaient tout. Leurs journaux intimes, leurs doutes et cette petite maison à Venice Beach qu'ils occupaient comme 2 soldats en permission. Ils vivaient une existence monocale, dévouée à l'art et à l'observation du monde. Joe était l'encre d'Henry. C'est lui qui le gardait sain d'esprit dans un milieu qui le rendait fou. Il pensait avoir survécu au pire dans les émeutes des années 80. Il pensait que le plus dur était derrière eux. Il se trompait lourdement. Décembre 1991. Ils reviennent de l'épicerie. Une soirée banale devant leur maison. Devant leur maison, 2 hommes surgissent de l'ombre armés. Ce n'est pas un duel héroïque. C'est un braquage foireux. Les agresseurs forcent Henry et Joe à entrer chez eux. La tension est à son comble. Henry, avec cet instinct de survie aiguisé par des années de rue, sent que la mort est dans la pièce. Dans un moment de chaos, les 2 amis tentent de s'échapper par l'arrière. Un coup de feu déchire le silence de la nuit californienne. Oh non. Une balle dans la tête de Joe Cole qui s'effondre.
Il meurt sur le coup, sous les yeux d'Henry. C'est vrai que je savais que ça allait être lui qui allait mourir. C'est trop triste. Ouais, parce qu'Henry est encore là. Ouais, mais ça aurait pu être pas de mort ou Ouais. blessé ou je sais pas, mais c'est dommage. Les meurtriers s'enfuient dans la nuit. Ils ne seront jamais retrouvés. L'enquête piétine, les dossiers s'empilent et Joe Cole devient une statistique de plus dans les archives de la police de Los Angeles. Rien pour qu'il apprécie la police plus. Là. Mais pour Rollins, c'est le traumatisme ultime. Il reste là, seul dans cette maison, avec le sang de son meilleur ami sur les mains et sur les murs. Henry ne nettoie pas tout de suite. Il reste assis dans l'obscurité, hanté par l'idée que c'est lui qui aurait dû mourir. La culpabilité du survivant s'installe comme un poison. C'est à ce moment précis que le Rollins indestructible se brise pour de bon. Il ne sera plus jamais le même homme. C'est ici, dans ce fait divers brutal, que la philosophie de Rollins bascule. La colère punk, qui était autrefois dirigée contre le système ou la police, se transforme en une noirceur existentielle. Il commence à porter un hustler vide à sa ceinture, un symbole de ce qu'il a perdu et de la menace constante qui pèse sur chacun. Ces textes deviennent des autopsies de la douleur. Il a survécu aux émeutes, au passage à tabac, à la faim, pour finir par affronter le crime le plus absurde, la perte d'un frère pour quelques dollars dans les poches de deux inconnus. Ouais, c'est tellement fou. Trop triste. Le 20 décembre 1991, le soleil se lève sur Venice Beach, mais pour Henry Rollins, le monde est plongé dans une éclipse totale. Joe Cole est mort. Le sang sur le trottoir a séché, mais dans la maison qu'il partageait, le temps s'est arrêté. Henry fait quelque chose que peu d'humains pourraient supporter. Comme je vous disais, il ne nettoie pas tout de suite. Il ne fuit pas, il reste là. Dans le silence de cette demeure profanée, il a fixé les murs. Il écrit. Il écrit pour ne pas devenir fou, pour consigner chaque détail de l'horreur avant que sa mémoire ne tente de l'effacer. Il finit par garder des traces de ce sang dans des contenants comme des reliques d'un saint sacrifié sur l'autel de la violence gratuite. C'est un peu maso aussi. Ouais, mais quand t'as mal, des fois... Ben, c'est ça, mais il y en a qui... Ça a toujours été ça, lui. Il s'est toujours servi de sa douleur pour pouvoir avancer plus. Ouais, hein. c'est vrai. C'est le début d'une phase de deuil qui va durer des décennies. Mais il y a un élément qui rend ce deuil impossible. Le dossier de la police de Los Angeles reste désespérément vide. Les deux agresseurs ont disparu dans la nuit californienne. Pas d'empreinte, pas de témoins exploitables, pas de suspect. Le meurtre de Joe devient un cold case. Imaginez la torture mentale pour un homme comme Rollins, obsédé par la justice et la discipline. Les tueurs de son frère sont peut-être à quelques kilomètres de lui, en train de boire une bière ou de rire, alors que Joe est sous terre. Cette injustice devient le moteur d'une rage froide, calculée. Henry ne veut plus seulement survivre, il veut construire un monument à la mémoire de ce qu'il a perdu. C'est là qu'il fonde sa propre maison d'édition et son label. Le nom, 21361. C'est sa date de naissance. C'est sa façon de dire au monde « Je ne dépends plus de personne. Je suis mon propre système, ma propre loi. » Il commence à publier ses journaux intimes, des textes d'une noirceur absolue comme « See a ground a man cry ». Il y raconte l'insomnie, la culpabilité du survivant,
Ce sentiment acide que c'est lui qui aurait dû prendre la balle. Sur le plan musical, le Rollin' Bands devient un rouleau compresseur. On n'est plus dans le hardcore rapide de Black Flag. On est dans un groove lourd, pesant, presque psychédélique. Sur scène, Henry est plus impressionnant que jamais. Il porte un short noir, il est pieds nus, il est couvert de tatouages qui racontent ses cicatrices. Il ne chante pas, il hurle une thérapie de groupe pour des milliers de fans qui se sentent aussi brisés que lui. On parle souvent des victimes et des coupables, mais on oublie ceux qui restent debout au milieu des décombres. Rollin devient le porte-parole des hantés. Il transforme sa paranoïa en une éthique de travail surhumaine. Il ne dort presque plus, il voyage, il écrit, il enregistre. Il fuit l'immobilité, car s'arrêter, c'est laisser les démons de Venice Beach le rattraper. Il est comme plus capable de s'arrêter. Là. Ouais, puis je suis curieuse d'entendre le Rollin' Band. Ça a l'air d'être différent, mais on dirait que ça... À découvrir aussi. Ouais. Henry Rollins a transformé le sang de Joe Cole en encre. Il a pris la tragédie la plus absurde et en a fait une carrière dédiée à l'honnêteté brutale. Mais derrière les contes de fer, derrière l'homme qui semble pouvoir tout encaisser, il reste ce gamin de DC qui attend toujours une réponse que la police ne lui donnera jamais. Le crime est resté impuni, alors Henry a décidé que sa vie serait la seule forme de justice possible. Une existence vécue dans une intensité qu'elle rend la mort insignifiante. On dit que le temps guérit les blessures, mais pour Henry, le temps est surtout une ressource qu'il ne faut pas gaspiller. Après la mort de Joe, Henry comprend que sa survie doit servir à quelque chose de plus grand que sa propre rage. Il dépose le micro du Rollin' Band et s'empare d'un autre outil, encore plus tranchant, le micro de conférence. Imaginez Rollins seul sous un projecteur, sans groupe, sans protection. Il parle pendant 3 heures. Il raconte la route, la violence, mais il commence aussi à parler des autres. Il devient un observateur du monde, voyageant dans les coins les plus sombres de la planète. De l'Irak à l'Afghanistan, du Vietnam à l'Afrique du Sud, il ne cherche pas l'aventure, il cherche la vérité humaine derrière les gros titres des journaux. Il devient comme un raconteur, c'est des conférences pour parler de la violence, dans le fond, mais il n'y a pas de... Il parle de sa vie, mais aussi de ses voyages, puis de trucs qui se passent dans le monde, puis tout ça. Mais son combat le plus emblématique, celui qui résonne le mieux avec nous, c'est l'affaire de West Memphis Street. En 1900... Oui, West Memphis 3, les 3 garçons qui se sont fait tuer. Ouais. Ça, je connais bien. Ça, tu connais bien, ça? Ça, je connais cette histoire. En 93, 3 adolescents, Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Miss Kelly, sont condamnés pour le meurtre sauvage de 3 enfants dans l'Arkansas. Le problème, il n'y a aucune preuve matérielle. Ridicule. Ils ont été condamnés parce qu'ils écoutaient du heavy metal. S'habillaient en noir, ils lisaient des livres d'horreur. Pour Rollins, c'est un miroir déformant de sa propre jeunesse. Il voit en eux les victimes d'une chasse aux sorcières moderne. Henry ne se contente pas de porter un t-shirt de soutien. Il mobilise la scène musicale. Il produit l'album bénéfice Rise Above, où il enregistre des classiques de Black Flag avec des invités prestigieux pour lever des fonds pour la défense légale. Il passe des années à marteler le système judiciaire américain, à dénoncer cette erreur judiciaire monumentale jusqu'à ce que, finalement, en 2011, les 3 soient libérés. Pour Henry, c'est une victoire personnelle contre l'injustice qu'il a toujours combattue. C'est fou quand même, là. Ouais, il était long. Ouais, ça a été vraiment... En plus, ben là,
j'ai écouté des trucs plus en détail là-dessus, puis l'enquête, c'est horrible, là, c'est dégueulasse. Je comprends que pour quelqu'un comme lui qui a déjà une colère par rapport au... Toute l'injustice, puis... Ouais. Mais pour bien comprendre Rollins, il faut accepter ses paradoxes. Certains ont crié à la trahison quand ils l'ont vu s'associer à l'USO, l'organisme qui envoie des célébrités remonter le moral des troupes sur le front. On se demandait comment le chanteur de Black Flag, celui qui se faisait tabasser par les flics, peut-il aller serrer la main des généraux? La réponse est dans son éthique de classe. Rollins ne va pas là-bas pour soutenir la politique de Washington ou les guerres pour le pétrole. Il va pour les soldats. Pour lui, ces jeunes de 19 ans envoyés en Irak ou en Afghanistan sont les mêmes kids qu'il voyait dans les mosh pits à Détroit ou à New York. Ce sont des fils d'ouvriers, des jeunes sans perspective qui ont signé un contrat parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Dans son esprit, le lien entre les West Memphis Street et les soldats de l'USO est direct. Ce sont tous des individus broyés par une machine qui les dépasse. Rollins voit les soldats comme des prolétaires en uniforme. Il utilise sa discipline militaire, celle qu'il a apprise à la Bully School, pour gagner leur respect. Il refuse les hôtels de luxe et les zones sécurisées. Il veut être dans la poussière avec eux, là où c'est dangereux, là où c'est vrai. Il passe de la défense de 3 adolescents condamnés par erreur à la défense de milliers de jeunes envoyés mourir par erreur. C'est la même mission, être la voix de ceux que le système utilise puis oublie. C'est vrai. Oui, mais ça fait du sens quand tu le vois de cet angle-là, mettons. Là. Ouais, je suis d'accord. Henry n'est plus seulement le chanteur de Black Flag. Il est devenu un philosophe de la rue, un guerrier de l'information. Il a troqué la sueur du mosh pit pour la sueur des longs voyages solitaires. Il a compris que la plus grande revanche contre le crime qui a apporté son meilleur ami, c'était de consacrer le reste de sa vie à défendre ceux que le système essaie d'écraser dans le silence. La voix qu'ils n'ont pas pu éteindre est devenue celle qui empêche le monde de dormir tranquille. C'est une belle façon de rediriger sa rage, quand même. Là, ben oui. C'est plus constructif, mettons. Henry Rollins, 65 ans. Henry Rollins a 65 ans aujourd'hui. Il n'a plus besoin de prouver qu'il est l'homme le plus dur du monde. Ses muscles sont toujours là. Ses tatouages ont un peu vieilli, mais son regard, lui, n'a rien perdu de sa profondeur. Aujourd'hui, Henry vit dans une maison qui ressemble à un musée de haute sécurité. Dans cette forteresse, il entrepose des décennies de culture underground. Il est devenu l'archiviste de sa propre guerre. Pourquoi cette obsession? Parce que le crime de Venice Beach lui a appris une leçon brutale. Tout ce qu'on aime peut être arraché en 1 seconde par 2 ombres dans la nuit. Alors Henry classe, Henry étiquette, Henry protège. C'est sa manière de dire à la mort, tu as pris Joe, mais tu n'auras pas notre histoire. Mais ne l'imaginez pas enfermé. Rollins est un nomade. Il parcourt le globe de la Corée du Nord au fin fond de l'Afrique, seul, avec son sac à dos et ses carnets. Il ne cherche pas les plages de sable fin, il cherche les cicatrices du monde. Il va là où les gens souffrent, là où les régimes oppriment. Il dit souvent qu'il voyage pour briser ses propres préjugés. En réalité, c'est son remède contre le poison de la paranoïa. En voyant la douleur des autres, il remet la sienne en perspective. Pourtant, au milieu de cette hyperactivité, il reste un grand vide.
Henry est l'un des hommes les plus célèbres de l'underground, mais il est profondément seul. Pas de conjointe, pas de conjoint, pas d'héritier. Il a choisi de vivre en moine soldat. Et c'est la conséquence ultime de cette nuit de décembre 91. Est-ce que le fait de voir son meilleur ami mourir devant lui a scellé sa capacité à laisser quelqu'un entrer dans son cercle intime? Attends, c'est sûr que je comprends le réflexe de se dire quand tu perds la personne la plus importante, tu te dis si j'aime personne d'autre après, j'ai personne à perdre, mais c'est aussi le même principe. Là. Avoir personne à perdre, ça fait que t'as personne à aimer. C'est dur comme choix, mais c'est un peu triste. Quand même. Il est devenu un monument public, une voix qui nous guide, mais un homme qui dîne seul chaque soir. Il a transformé sa vie en une mission de 24 heures sur 24, une course contre la montre pour ne jamais avoir à affronter le silence de sa propre maison. Henry Rollin ne s'arrête jamais, car il sait que s'il s'arrête, il entendra à nouveau ce coup de feu qui a changé sa vie pour toujours. Alors, au bout de cette plongée dans l'abîme, que nous reste-t-il d'Henry? On a commencé avec un gamin de Washington, D.C., un enfant anxieux que le système voulait calmer à coups de pilules et de discipline militaire. On a traversé les émeutes, la rage du hardcore, les tournées sanglantes dans un van miteux. On a vu l'homme devenir un symbole de force brute avant de le voir s'effondrer dans l'absurdité du crime gratuit un soir de décembre à Venice Beach. C'est fou, pareil, que par hasard, 2 gars soient tombés sur la maison de ce gars-là. Sûrement quand ils l'ont vu, genre, ils ont dû, pendant 2 secondes, se dire comme « Ah ouais, on a-tu vraiment fait le bon choix de maison? » C'était un gros gars musclé, en fait. Ben ouais, mais ça n'a rien empêché, là, mais c'est triste quand même. Rollin est l'homme qui a décidé que si le monde était injuste, violent et imprévisible, il serait, lui, le point fixe. Une forteresse d'intégrité, de discipline et de mémoire. Henry nous apprend que le crime ne s'arrête pas au moment où le coup de feu retentit. Il continue de résonner à travers les décennies. Il change la façon dont on aime, dont on travaille, dont on marche dans la rue. Le meurtre de Joe a transformé un chanteur punk en philosophe solitaire, un archiviste du chaos qui refuse de laisser l'oubli gagner de la partie. Aujourd'hui, quand on regarde Henry, on ne voit pas seulement une icône du rock. On voit une preuve vivante, la preuve que l'on peut être brisé, damage et rester debout. La preuve que l'on peut transformer la haine en curiosité et la douleur en une éthique de travail surhumaine. Le cas de Henry, c'est l'histoire d'un homme qui a transformé ses traumatismes en un bouclier pour les autres. Il nous rappelle que face au crime, face à l'injustice, la seule véritable revanche est d'exister avec une intensité telle que la mort semble intimider. Henry Garfield est mort, il y a longtemps, dans une boutique de crème glacée de Georgetown. Rollin, lui, est toujours sur les routes. Il marche seul, il écrit, il observe, tant qu'il parlera, tant qu'il aura sa vérité. Le silence de ce soir de 91 n'aura pas dit le dernier mot. C'était très intéressant. C'est ce qui conclut notre épisode. Puis je me rappelle, je sais d'où je le connais, en principe, plus que pour d'autres choses, mais il a joué dans Son of Anarchy. Oui. OK, c'est ça. Oui. C'est de là que je le connais vraiment de face, là, c'est sûr. C'était comme un peu une caricature de son personnage. Hein. Je sais pas si toi, tu l'as vu. Mm-hmm. Il me semble que il était comme... Mais c'était plus très de droite, je pense, mais c'était un peu dans le même... Il devait faire un peu son personnage. Il fait pas beaucoup d'acting, je pense, là, mais il avait été marquant parce que j'ai vu... dès que j'ai vu une photo, je savais, là... Ouais, tu l'as vu, tu l'as replacé. Là. Ouais, il était épeurant. Il était pas fin là-dedans non plus. Mais il était pas fin. C'est relatif. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'était l'histoire de Henry Rollin. Je penserais que c'est un cas intéressant pour du crime à mes oreilles. Vraiment. Même si en théorie, lui a pas vraiment fait de crime.
il y a eu des altercations, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quand t'es dans... Mais il a été victime d'un crime, dans le fond. Victime d'un crime, puis aussi, tu sais, toute l'histoire avec les groupes de musique punk, les le chaos qui était avec ça. Ouais, c'est ça. Non, c'était parfait comme crime pour du crime à mes oreilles. Yes, ben, c'était ça, Camille, pour cette semaine. Merci d'être venu faire ça avec moi. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait toujours un plaisir de faire ça avec toi. Puis au plaisir de se retrouver bientôt, tout le monde, et de refaire ça en duo. C'est toujours plaisant, du crime à mes oreilles comme ça. On se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye.